Bonjour à tous. Juste comme ça pour savoir combien était déjà là au talk juste avant, si vous pouvez. Ok. Il y a deux, trois petits trucs, idées qui vont être communes, mais voilà. Alors, pour commencer, ben, du coup, moi, c'est Julien. J'étais avant lead dev architecte freelance. Maintenant, je suis data engineer chez Evidence V. Bon, c'est pas spécialement intéressant. Bon, ça, on va passer aussi. Retour d'expérience. Donc, j'ai travaillé dans une boîte qui fait du coaching en éco-conduite. Le principe est assez simple. Un conducteur prend un véhicule, il va d'un point A à un point B. Nous, on va récupérer les données du trajet à intervalles réguliers. À la fin, on analyse le trajet et il reçoit une notification sur son téléphone pour lui dire, ben voilà, tu as plutôt bien conduit, fais attention à tes accélérations, fais attention à tes freinages, tu pourras économiser un peu d'essence, etc. C'est beaucoup utilisé en B2B pour des commerciaux, des livreurs, etc., pour lesquels ben, économiser 20% de carburant, ben, ça a quand même un impact sur le budget. Concrètement, voilà, on a un véhicule qui envoie des données. On a un partenaire qui s'occupe, lui, de collecter les données, parce que l'émission des données, c'est différents types de devices. Des fois, c'est l'ordinateur de bord du véhicule. Des fois, c'est un petit boîtier qu'on plug sur le véhicule. Des fois, c'est même un truc encore plus bizarre avec du Bluetooth, avec le téléphone qui fait la géolocalisation, etc. Donc, le partenaire, lui, va s'occuper de récupérer les données, de normaliser ça autant que possible, de manière à ce que nous, on va récupérer à peu près des données qui sont à peu près toujours le même format, plus ou moins. Et du coup, on a des workers qui vont se connecter sur un serveur Kafka. Donc Kafka, c'est RabbitMQ sous stéroïde, grosso modo, hein, c'est un énorme truc. Et cette partie, elle fonctionne bien. Et nos workers, ils vont avoir deux rôles. Un rôle qui va de stocker toutes ces données-là dans une base de données. Et ensuite, une fois qu'on a la fin du trajet, de déclencher l'analyse du trajet. Donc la partie analyse, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plus la suite. Au moment où le projet, enfin le projet commence, on a déjà des workers, c'est un POC qui a été développé, il est en prod, c'est pas terrible, mais ça fonctionne. En entrée, on a un véhicule, ça nous envoie à peu près 10 messages par minute, un message toutes les 6 secondes. On a actuellement 1800 véhicules en prod, donc potentiellement, ça fait 18 000 messages par minute, 300 messages par seconde à traiter. Dans la réalité, en fait, on a à peu près 2 tiers des véhicules au maximum qui tournent en même temps, qui roulent en même temps, ça fait environ 200 messages par seconde. Voilà. Nos workers, ils sont pourris. Ils font 15 messages par seconde. C'est vraiment de la merde. On a 10 workers qui sont en place. Ça fait 150 messages par seconde qu'on arrive à traiter. Et on est un peu limité parce que on a des tables qui sont très 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 grosses. On a tout stocké depuis le début. Donc on a plusieurs millions d'enregistrements pour toutes les données. Et du coup, on a vite des problèmes de log, des problèmes avec les index, etc. Mais globalement, sur 24 heures, ça passe. Certains conducteurs ne reçoivent pas le message tout de suite. Ils vont des fois attendre une demi-heure, une heure avant d'avoir le message, mais ils l'ont. Jusqu'au jour où la panne du week-end. Donc le vendredi soir, forcément, hein, tous les workers tombent. Le lundi, le temps qu'on s'en rende compte, on a un demi-million de messages qui sont dans la queue. Il nous a fallu une semaine pour dépiler le retard, donc parce que évidemment le lundi c'est un peu l'heure de pointe, hein, comme c'est des pros, ils sont tous sur la route, et du coup toute la semaine on a des messages qui arrivent pendant qu'on est en train de dépiler. Voilà. Deuxième problème, notre partenaire, il est super sympa, il nous dit bonne nouvelle, on va passer de un message toutes les 6 secondes à un message par seconde. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'on va gagner énormément de précision. Quand on fait l'analyse de trajet, en 6 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. Un freinage d'urgence, c'est moins de 6 secondes. Là, quand on a une données toutes les secondes, on est capable de détecter des freinages d'urgence, on est capable d'avoir une analyse beaucoup plus fine de tout ce qui est trajet. Par contre, ça fait 6 fois plus de messages pour nous. Donc déjà qu'on est un peu... Puis forcément, il y a le commercial. Le commercial qui arrive, bonne nouvelle, on a signé un gros contrat. Pour rappel, on avait 1800 véhicules en prod, on était déjà un peu limite. Plus 3000 véhicules dans un mois. Voilà. Donc on a un mois pour être capable d'encaisser 3000 véhicules de plus. Si on fait le calcul, 1800 fois plus 3000, ça fait 4800 véhicules. Ça nous fait à peu près 3200 messages par seconde. Et pour rappel, on a une capacité à 150. On est mal. Donc l'objectif, c'est qu'il faut faire x30. On est d'accord que x30, on n'est pas en train de corriger un index dans une table.
Il va falloir aller beaucoup plus loin que juste des patchs, il va falloir qu'on revoie toute la solution à la base. Petit spoiler, on a fait x1000 largement. Déjà, on analyse l'existant. Aujourd'hui, le temps de traitement sur le worker, comme je disais, c'était un POC qui a été mis en prod. Le temps de traitement, il y a 30%, c'est vraiment du traitement métier, et 70%, c'est le framework, c'est Doctrine, c'est tout ce qu'on a rajouté en monitoring, parce que comme on recevait beaucoup de données pourries, on a mis plein de trucs en place pour essayer de voir pourquoi est-ce que des fois les workers ils tombaient tout seuls, pourquoi est-ce que des fois on avait des messages qui étaient rejetés, etc. Et même dans les 30% de code métier, il y a quand même 80% qui est géré, qui est du temps qui est passé par Doctrine et par le SQL, ensemble. Donc, l'analyse de l'existant, on a une légère lenteur sur les requêtes SQL, hein, légère. On a des tables qui sont beaucoup trop grosses, parce qu'on archive beaucoup trop de choses. On a des problèmes de lock, forcément, puisque quand même, les workers sont un peu lents, mais ils rentrent en collision quand même de temps en temps. On a des index qui sont gourmands. Du coup, première étape, on fait l'analyse des besoins. Ce qu'on veut, c'est déjà zéro perte de données métier. On veut perdre une seule donnée, parce qu'une perte d'une seule donnée, en termes de qualité au niveau du rendu client, c'est pas bon. On veut que la solution elle soit résiliente. On veut qu'on soit capable de reprendre sur les erreurs. Donc s'il y a moins d'étapes qui crachent dans le système, on veut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter et reprendre au niveau de l'erreur. On veut conserver l'ordre des messages. Ça, c'est super important parce que dans tous les messages qu'on reçoit depuis le véhicule, il y a un message qui est important, qui est la donnée fin de trajet. Quand on reçoit ce message-là, on prend tous les messages qu'on a reçus avant et on va commencer l'analyse du trajet. Si jamais il y a des messages de points de localisation du véhicule qui arrivent du coup après ce message-là, et ben du coup ils ne seront pas pris en compte. Et ils vont être perdus. On a forcément le besoin de limiter et gérer les collisions, parce que quand on commence à monter en scalabilité, c'est le problème. Limiter l'overhead de synchronisation. Donc l'overhead de synchronisation, c'est tous les mécanismes qu'on va mettre en place pour synchroniser les workers et éviter justement les collisions, qui vont avoir un coût. Et du coup, potentiellement, plus on rajoute de process en parallèle, plus la synchronisation va nous coûter cher. Donc on veut limiter ce coût-là. On veut limiter le budget. Pour rappel, on est dans une startup. Ah oui, j'avais pas parlé, mais il y a un développeur fixe, un stagiaire, et moi je suis en presta. Voilà. Et du coup, optimiser la scalabilité, puisque aujourd'hui on sait que la boîte elle commence. Là, on vient de signer un contrat de 3000 véhicules. Potentiellement, dans un an, on a 10 000 véhicules qui arrivent. Donc il faut qu'on soit capable de monter beaucoup plus loin que ce qu'on a là. Et on a toujours ce besoin d'observabilité, puisqu'en fait, au niveau des données, il y a une grosse partie qui est encore en R&D, et du coup, on a toujours des données qui sont un petit peu bizarres qui arrivent, et on doit être capable de savoir ce qui se passe, et de pouvoir analyser et remonter ce qui va bien. Donc la première étape, c'est qu'on va aller optimiser le stockage. Pour optimiser le stockage, on commence par étudier le cycle de vie de nos données. Quelles sont les données qui doivent être stockées, pendant combien de temps on doit les stocker, et quelles sont les données que l'on peut perdre, ou à quel délai on peut les perdre, et celles qu'on est capable de reconstruire si on les perd. Aujourd'hui, donc, dans notre analyse, on a ces différents types de données-là. On a les données points, donc c'est les données qui nous sont envoyées depuis le véhicule. Eux, il faut qu'on les garde au moins jusqu'à la fin du traitement du trajet. Donc ça peut être quelques heures, ou ça peut être aussi quelques jours, parce que le conducteur qui gare sa voiture dans un parking, eh ben, la donnée de fin de trajet, on ne l'aura pas reçue. On va la recevoir quand la voiture sort du parking le lundi. Donc, il faut qu'on soit capable de garder quand même les données pendant plusieurs jours si c'est nécessaire. Criticité forte, forcément. Fréquence d'insert, on en a environ plus de 100 000 par jour au moment où on est sur ce projet-là. Reconstructible, oui, parce que le Kafka, il a cette capacité de pouvoir garder un historique actuellement sur 3 semaines, je crois, tel qu'il était configuré. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on dépile un message dans Kafka, c'est un index qu'on déplace à l'intérieur, et on est capable de remonter l'index en arrière pour reprendre les messages précédents. Les messages ne sont pas supprimés du Kafka, sauf au bout d'un certain délai. Donc quelque part, oui, c'est reconstructible, mais c'est galère. On a les données de trajet, donc l'analyse du trajet en lui-même. Là, il faut qu'on les garde sur plusieurs années, parce que derrière, on a plein de données de traitement qu'on va pouvoir faire dessus, de mesures qu'on a besoin de faire, etc. Globalement, c'est ça qu'on fournit aux clients. Criticité forte aussi, on en a plus de 1000 par jour. Et on a tout ce qui est observabilité, c'est-à-dire globalement les logs, les erreurs, les traces, etc. Un certain nombre de choses
qu'on va avoir. Donc durée de vie plusieurs jours. Ben, globalement, quand on a un bug, il faut qu'on soit capable de remonter en arrière sur savoir ce qui s'est passé. Potentiellement, c'est pas tout de suite que le premier n'a commencé. Et donc criticité est faible. Si on les perd, c'est dommage, mais le business ne va pas être impacté directement. Et la fréquence d'insert, ben, c'est la même chose que les points à peu près. On a à peu près autant d'insert d'informations que reconstructible. Pour le coup, là, c'est pas reconstructible. À partir du moment où on a ça, on peut en définir notre modèle de stockage. Les données points, on va les mettre dans Redis. Globalement, c'est quand même le système qui est le plus adapté pour ça. On était sur du MySQL. Là, clairement, c'était pas du tout la bonne solution. Redis, pour stocker ce genre de données, voilà, qu'on va garder quelques jours, c'est très bien. Les trajets, on va les garder sur MySQL. Et pour l'observabilité, on verra après. Redis. Alors, qui a déjà utilisé Redis? Bon, une grosse majorité. Qui a déjà utilisé Redis pour faire autre chose que juste du clé-valeur? Beaucoup moins de bras, mais il y en a quand même. Redis, c'est très très bien parce que globalement, quasiment tout est stocké en mémoire, c'est très très rapide. Bon, niveau sécurité, il n'y a que dalle, mais limite, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais si on regarde un peu plus dans la doc de Redis, on se rend compte qu'il y a quand même d'autres systèmes de stockage qu'on peut utiliser en Redis que simplement du clé-valeur. Donc, entre autres, on a les strings, ça c'est ce qu'on fait rapidement, les listes, donc pour faire de la queue, si vous utilisez Symfony Messenger avec Redis, c'est ce qui est utilisé. Donc là, c'est pour faire juste voilà, une file d'attente. On peut stocker des hashes. Alors globalement, c'est un dictionnaire qu'on va stocker comme valeur dans Redis. Donc c'est pratique pour certains besoins, j'ai déjà utilisé. On peut stocker des sets, donc des listes de valeurs tout simplement. Et on a aussi les sorted sets. Les sorted sets, c'est vachement utilisé en général pour stocker les résultats de moteurs de recherche, parce que ça peut de mettre un score en face de la clé, enfin en face de la valeur, et de dire du coup, on va pouvoir les classer et les ordonner. Et l'ordonnancement, il se fait automatiquement par Redis à ce niveau-là. Donc pour une seule clé, vous allez avoir un score et une valeur pour un ensemble de choses. Et il y a encore d'autres types de stockage qu'on peut utiliser. Et nous, si on réfléchit, en fait, le fait que les sorted sets soient triés par score, le score, en fait, c'est un entier. Nous, on reçoit nos données, c'est des timestamps qu'on a pour les données points. Le timestamp, c'est un entier, quelque part. Donc, on va peut-être on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas finalement le sorted set dans Redis pour stocker nos données points? Et comme clé, on va mettre la plaque d'immatriculation du véhicule, par exemple. Donc, c'est ce qu'on a fait. Données points, voilà, la clé, on met l'identifiant du véhicule. En réalité, ce n'est pas la plaque d'immatriculation, parce que la plaque d'immatriculation, elle peut changer au cours du temps. C'est le VIN, le Vehicle Identification Number, qui est sur la carte grise, si vous machin, qui est aussi inscrit directement sur le moteur, et qui, lui, normalement, ne change pas pendant toute la durée de vie du véhicule. Et du coup, en valeur, on va mettre un sorted set avec en clé un timestamp, et en valeur, le payload qu'on a reçu depuis le véhicule. Limiter et gérer les collisions. Alors, qui sait déjà ce que c'est que des collisions? Ah, pas tant de bras que ça quand même. Ok. La collision, globalement, c'est quand vous avez des workers qui travaillent en parallèle et que deux workers viennent écrire la même donnée quasiment en même temps. Et qu'au final, on ne sait pas lequel est arrivé en premier. Et potentiellement, le deuxième, il a écrasé quelque chose qui était fait par le premier. C'est ce qu'on appelle une collision. Et du coup, nous, à partir du moment où on commence à démultiplier les workers en parallèle, là on était à 10, on aimerait bien aller à beaucoup plus que 10, le problème c'est que le véhicule, lui, qui nous envoie toutes les données, si on a deux workers qui travaillent en même temps et qui récupèrent les deux données du même véhicule, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va écraser l'autre? Alors en général, la première solution, hop, ça c'est la collision, voilà, ne pas enregistrer si, voilà, modifier, voilà. Donc globalement, la première solution, c'est en général de mettre un lock, et du coup de bloquer l'enregistrement tant que l'autre n'a pas libéré le lock. Bon, avec SQL, il y a des moyens de faire sans lock, quand on est comme ça juste sur un enregistrement. Parce que locker une table, c'est pas vraiment intéressant. Donc le principe, c'est qu'on va rajouter par exemple un numéro de version dans votre enregistrement. Quand vous faites votre lecture, vous lisez avec le numéro de version.
quand vous faites l'enregistrement derrière, vous faites l'enregistrement avec le numéro de version précédente dans le where et le nouveau numéro de version dans l'insert et dans la valeur. Et s'il y a 0 enregistrement qui ont été mis à jour, ça veut dire qu'en fait, quelqu'un d'autre a modifié le numéro de version entre-temps. Globalement, si, je ne sais pas si c'est assez clair au niveau de la requête, si ça se voit bien. Là, par exemple, j'ai lu l'enregistrement, il avait comme numéro de version 2. Quand j'essaye de l'enregistrer, ben, je vais lui mettre la version 3, je vais mettre la nouvelle valeur. Et par contre, je ne le fais que si, pour l'ID 123, le numéro de version est toujours 2. Voilà. Si il me renvoie que le nombre d'affectés de rows de lignes mises à jour, c'est 1, ça veut dire que ma requête s'est bien mise à jour. Si je reçois comme résultat 0, ça veut dire qu'en fait, le numéro de version qui est dans la base n'est pas le numéro 2, qu'un autre worker a déjà enregistré, et que du coup, bah, moi, il faut peut-être que je refasse ma tâche depuis le début en relisant l'enregistrement tel qu'il a été mis à jour par l'autre worker. Donc ça, c'est une solution qui permet d'éviter les locks. Mais ça veut dire qu'on va faire des retries. C'est-à-dire que dès qu'on a une collision, on va la détecter, on n'a pas locké notre table, on n'a rien locké du tout, mais ça veut dire qu'il va falloir refaire l'opération par rapport à la mise à jour des données. Après, on peut éviter carrément les collisions. Alors, pour ceux qui étaient là au talk d'avant, vous l'avez vu, probablement, c'est qu'on va se dire, ben, on va mettre finalement une queue A qui va traiter que les messages A et une queue B qui va traiter que les messages B. Et les messages A vont passer dans le worker A qui va du coup créer les enregistrements dans A. Et comme ça, ben, finalement, chaque worker travaille sur ses propres enregistrements, on n'a plus de collision. Et ça veut dire qu'avant, on va avoir un autre petit process qui va faire le dispatch et qui s'appelle du coup du sharding. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va récupérer tous les messages, il va appliquer une règle et il va dire bah, toi, tu vas dans la A, toi, tu vas dans la B. Le sharding, grosso modo, c'est une technique de partitionnement horizontal. On a besoin de deux choses. On a besoin d'une clé de shard, c'est-à-dire qu'en identifiant dans toutes nos données, on va devoir identifier quelque chose qui va nous permettre d'appliquer une règle et de définir comment est-ce qu'on va séparer les éléments. Et il va nous falloir une règle pour dire, OK, maintenant que je prends cette clé-là, un ID, un nom de famille, n'importe quoi, je vais appliquer cette règle qui va dire, ben, si le nom de famille, j'applique cette règle-là, ça lui donne telle file d'attente. Nous, on a mis un truc, donc nous, comme clé de shard, on a pris la plaque d'immatriculation du véhicule, enfin, le VIN en réalité, et la clé de shard, on a fait une petite fonction qui n'est pas trop consommatrice. On prend le MD5 de la plaque d'immatriculation et on prend le premier caractère du MD5. En fait, ça, c'est important parce qu'on a besoin d'avoir un bon équilibrage de charge sur l'ensemble de nos workers. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on est sûr qu'on a globalement autant de workers, autant d'éléments dans chacune des files d'attente. Si on prenait juste le premier numéro, le premier caractère du VIN, en fait, le premier caractère du VIN, c'est le constructeur. Donc, globalement, toutes les Peugeot vont aller dans la même file d'attente. Si on a, comme on est en France, ben, en fait, il y a beaucoup de Peugeot, de Citroën, de Renault, et il y a très très peu de Tesla, et surtout sur les livreurs. Donc, on avait besoin d'une règle qui nous permet d'avoir un équilibrage suffisamment correct. Par contre, ça nous donne une cardinalité de 36. Ben oui, on est de A à Z et de 0 à 9, potentiellement, le MD5. Bon, c'est pas grave. On va mettre 36 workers. En réalité, on en a mis 40. Hein. Donc là, du coup, on a 36 workers. Chacun, avec notre système de sharding, va traiter ces données. On a notre sorted set derrière. On n'a plus de collision. Et en plus, comme là, les messages en Kafka, ils sont dans l'ordre. Ils sont traités dans l'ordre. On n'a plus de worker en parallèle, du coup, un worker qui va traiter plus vite que l'autre. Tous les messages sont traités dans l'ordre. Bon, on a un petit SPOF à surveiller qui est le dispatch worker. Globalement, il est très très simple. La probabilité qu'il tombe ou qu'il fasse de la merde est quand même très très faible. Bon. Maintenant, on a un autre problème. On a un problème d'assignation des workers. C'est-à-dire qu'en fait, quand on démarre un worker, il va du coup s'attacher à une file d'attente. Mais on ne veut pas que n'importe quel on veut pas avoir deux workers sur la même file d'attente, puisque sinon on se retrouve de nouveau avec un problème de collision ailleurs.
Donc on a besoin de mettre en place un système qui va nous permettre de dire, quand un worker démarre, il faut qu'il trouve quelle est la file d'attente qui est libre, et du coup pouvoir s'accrocher à cette file d'attente. Et puis s'il n'y en a pas qui soit libre, du coup peut-être attendre qu'il y en ait une seule qui se libère. Et aussi, quand un worker tombe, on va être capable aussi du coup qu'un autre puisse prendre sa place, par exemple. Ce serait pas mal. Du coup, voilà, on a besoin d'un système de synchronisation ou de lock, quelque chose comme ça, entre ces workers, juste entre le worker et la file d'attente. Donc on n'est pas sur le même système de lock qu'on avait pour les enregistrements dans la base de données, puisque là, globalement, on est en train simplement de savoir quelle file d'attente est disponible. Au niveau de l'impact et des lenteurs sur le système, c'est quasi nul. Donc l'idée, c'est d'avoir une table de mapping dans laquelle on a le queue et le worker qui va avec. Et du coup, on va pouvoir interroger cette table pour savoir quelle est la file d'attente qui est libre ou celle qui ne l'est pas. Donc, quand un worker démarre, il vérifie dans la table quelle est la file d'attente qui est disponible. Si la file d'attente est libre, il enregistre son PID dedans. On va voir pourquoi après. Si elle n'est pas libre, il va revenir dans une minute, par exemple. Dans une minute, il va rescanner la table et il va voir, tiens, cette fois-ci, la selle est libre, je vais m'y mettre. Et quand il s'arrête, il supprime son PID de la table. Ça nous permet d'avoir des spares. C'est pour ça que je disais qu'on a mis 40 workers, parce que finalement, on a 36 qui sont en train de travailler, on en a 4 qui attendent qu'il y ait une file d'attente qui soit libre. Par contre, il manque un truc, c'est quand un worker tombe pour une erreur. Du coup, il n'a pas libéré sa place. Donc du coup, on a rajouté un autre truc, le zombie killer, on l'a appelé. C'est pour ça qu'on a stocké le PID dans la table. Parce qu'en fait, le zombie killer, lui, il va régulièrement scanner la table, regarder les PID et il va faire un ping, un signal sur le PID. Si le PID répond, c'est que le processus est en train de tourner. S'il ne tourne pas, je le supprime. Et du coup, j'ai libéré la place pour le worker suivant. Si vous avez suivi, on a un problème de collision. Parce que, en fait, là, on a nos workers, le zombie killer, qui tablent tous sur la même table. Donc, comment est-ce qu'on sait que quand un worker, par exemple, s'enregistre dans la table, qu'il n'y a pas un autre qui est en train de s'enregistrer en même temps parce que tous les deux, ils ont vu que la place était libre. Donc là aussi, c'est une autre collision. Il va falloir qu'on la gère. Ah oui, observabilité. Donc combien de tâches ont été traitées? Mais je vais y revenir d'ailleurs, c'était une collision, j'espère. Combien de tâches ont été traitées par shard? Combien d'erreurs? Quelles erreurs? Le nombre de retries? L'agrégation par worker? Donc tout ça, c'est les données qu'on a besoin de monitorer et de pouvoir voir à peu près comment ça fonctionne. Donc là encore, on a besoin de récupérer des informations de nos workers. Par contre, on est toujours pareil, on veut limiter l'overhead, on ne veut pas que ce soit consommateur et que ça ralentisse nos workers. On veut le maximum de performance. Donc on veut que ce soit non bloquant, donc forcément ça va être en asynchrone. C'est-à-dire que ce n'est pas les workers qui vont enregistrer leurs erreurs ou les événements, ils vont devoir les publier quelque part, et derrière, il y a un autre processus qui va s'occuper de récupérer les événements et de les traiter. Ça nous donne à peu près ça. Le schéma va se complexifier au fur et à mesure, mais bon. Donc on a nos queues, on a nos workers ils vont envoyer des événements dans une file d'attente, et on a derrière un worker monitor qui lui va récupérer les événements et les stocker quelque part. Et quelque part, du coup, tout le temps nécessaire au traitement de ces événements va être dédié au worker monitor et non pas au worker de traitement. Publier les événements, ça coûte aussi, ça coûte du réseau, ça coûte, selon la solution qu'on va utiliser, ça a un coût. On veut limiter ce coût-là. On a fait des recherches sur ce qu'on appelle IPC. IPC, c'est un ensemble de protocoles, de solutions. Ça veut dire Inter-Process Communication. Donc c'est grosso modo l'ensemble des solutions qui permettent à deux processus de communiquer et de s'échanger des informations. Voilà. Hop. On a plusieurs solutions qui existent aujourd'hui. Je vais les parcourir assez rapidement. On a des middleware, les API, socket streams, des signaux, mémoire partagée.
Alors les middleware, vous les connaissez pour la plupart, hein, base de données, Redis, on stocke une donnée dans la base, un autre processus va lire le résultat, etc. Bon, voilà, c'est une techno qui est maîtrisée, c'est cross-platform, c'est disponible sur plusieurs serveurs. En revanche, c'est un petit peu lent par rapport à notre besoin en tout cas, parce que on a utilisé une couche de réseau, ça peut être gourmand en ressources, et les collisions peuvent être complexes à gérer en cas de trafic, de fort trafic, donc ça ne nous va pas. Socket Stream, je ne sais pas si beaucoup ont déjà utilisé ça, c'est très utilisé à l'intérieur du framework. C'est très performant, pour le coup, enfin ça peut l'être, selon comment on les configure. Ça peut passer par la socket fichier, ça marche très bien. Sinon, on peut passer par TCP/IP, c'est un peu plus lent. C'est disponible sur plusieurs serveurs aussi, ça permet de faire communiquer deux processus sur plusieurs serveurs. C'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. On a un problème de disponibilité si le process maître tombe. Voilà, c'est assez grand. Et collision complexe à gérer en cas de fort trafic encore. Les signaux. Donc les signaux, c'est les signaux Linux. SIGTERM, etc. Quand vous faites un CTRL-C sur votre clavier, c'est un signal qu'on envoie. En termes de performance, il n'y a pas mieux. Hein. On est sur le bas niveau, sur le système Linux. C'est très facile à mettre en œuvre. C'est quelques lignes de code, 3 lignes peut-être en PHP. Il n'y a aucun risque de collision, puisque globalement, c'est qu'un process qui envoie un signal à un PID. Et ça peut être plugué sur la formule interruption PHP, donc on peut avoir des trucs assez intéressants. Par contre, voilà, c'est juste un signal, c'est-à-dire que c'est un ping qu'on envoie. Ça fonctionne que sur le serveur en cours, on ne peut pas aller sur un autre serveur. Et ça nécessite de connaître le PID du processus à contacter. On n'avait pas une table avec les PID dedans? Si, c'est un peu pratique ça. Et par contre, on n'a pas de garantie de réception, c'est-à-dire que quand on envoie un ping sur un PID, l'autre, il ne nous dit pas, on n'a pas un accusé de réception, c'est bon, j'ai reçu ton ping, j'ai reçu ton message, tout va bien. Est-ce que c'est gênant ou pas? Je ne sais pas. Hop, très bien utilisé, mais en fait, c'est très bien utilisé conjointement avec autre chose. Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'envoyer un ping à un processus pour lui dire « tu as un message en attente ». Et ça évite au processus d'aller scanner pour voir s'il y a des messages à lire ou pas. La mémoire partagée. Alors, la mémoire partagée, c'est peut-être pas très très utilisé en PHP à la base. C'est très utilisé dans les systèmes en C ou autres. On va utiliser une zone de la RAM qu'on va partager entre différents processus. Donc ça, c'est dans le cœur de PHP depuis assez longtemps. C'est ultra performant. Globalement, on va deux processus qui vont taper sur la RAM en même temps. On va éviter en même temps quand même. C'est assez facile à mettre en œuvre, on va voir. Et gestion des collisions facile avec des sémaphores. Et on n'a pas besoin de connaître le PID des autres processus, on a besoin juste de connaître où est la zone mémoire qu'on va partager. Par contre, ça ne fonctionne que sur le serveur en cours. Je vais aller un petit peu vite parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc ça a été installé dans le système 5 en 1983, donc c'est assez vieux. C'est quand même un peu plus récent que l'acteur modèle, mais voilà. Ça permet le partage de mémoire entre processus. On s'en fiche. Mais ouais, alors la version de PHP, c'est juste une surcouche à la lib Linux, donc il n'y a pas d'une grosse surcouche. Au niveau des perfs, on est vraiment très très bien. La mémoire partagée, elle fournit 3 fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser. Les sémaphores, d'un côté, il y a une solution de pub sub, donc on peut publier un message dedans et un autre processus va aller s'abonner et lire les messages, les events. Et on va pouvoir partager des données, donc réellement avoir un système de stockage en fait partagé. Alors les sémaphores, je ne sais pas si qui connaît à peu près les sémaphores, ouais, un petit quart. Globalement, le principe, c'est un principe de lock, hein, à la différence qu'on peut dire combien de processus ont le droit de passer sur une zone. On va faire un acquire et un release derrière. On va pouvoir limiter en fait le nombre de passages. Si on associe ça, les sémaphores plus la mémoire partagée, on a notre table d'assignation. Vous savez, la table où on a le numéro de la queue et le PID derrière.
Donc là, en fait, notre table d'assignation, on n'a pas utilisé Redis, pas MySQL, c'est directement en RAM. Et avec les sémaphores, ça va très très vite. Ça, c'est le code qui permet de récupérer si une queue est libre en tapant sur cette table-là. Donc globalement, on a une méthode qui getRandomQueue il prend une queue au hasard. Il va attacher un sémaphore, il va attacher une mémoire partagée. Donc on a besoin d'une clé qui va nous dire quelle est la zone de mémoire partagée qu'on va utiliser. Cette clé-là, elle doit être partagée entre tous les processus. C'est une chaîne de caractères. On va faire un acquire. Si c'est bon, on va pouvoir passer à l'intérieur. On va vérifier si il y a quelque chose qui est déjà dans cette queue. Si c'est oui, on release le sémaphore et on s'arrête là. Et si la queue n'est pas occupée, du coup, on va rajouter le PID dedans et on va pouvoir du coup retourner travailler sur ces queues-là. Donc là, en fait, on vient de faire toute la partie qui permet à un worker de pouvoir s'abonner à une queue si la queue est libre, tout en gérant les collisions dessus, avec le système de sémaphore. Et si je prends du coup les tunnels, le pub-sub et la mémoire partagée, on a notre observabilité. C'est-à-dire que du coup, nos workers ils vont pouvoir publier les événements directement en mémoire partagée, et on a notre worker d'observabilité qui lui va récupérer les données et faire ce qu'il a à faire avec. La mémoire partagée, elle est quand même limitée en taille. C'est assez petit, donc derrière, le worker d'observabilité, il a intérêt à dépiler suffisamment. Mais voilà. Globalement, si on résume cette petite partie-là, on a notre worker A qui publie un événement, on a notre worker monitor qui va venir s'abonner à cet événement-là, potentiellement qui va stocker l'événement stocker l'événement ou certaines choses en mémoire partagée. Donc là, par exemple, cette partie-là, c'était pour nous pour savoir le nombre de données qui ont été traitées. Donc là, on pouvait du coup savoir directement, ça ne prenait pas beaucoup de place, le nombre de données qui ont été traitées par queue. Et derrière, on a un petit serveur web PHP, une page, simple page, qui permet de lire ça et de la mettre à disposition à Prometheus pour avoir les métriques. Et du coup, si on assemble tout ça, ça nous donne un beau petit schéma. On a nos données qui arrivent en entrée ici. On a notre dispatcher qui va dispatcher du coup sur les queues. Donc pour rappel, on en a 36 du coup. Nos workers qui vont faire le traitement, qui vont utiliser la table d'assignation qui est en mémoire partagée avec les sémaphores. On a notre zombie killer qui s'occupe de la table d'assignation et qui va vérifier que nos workers tombent ou pas et mettre à jour la table d'assignation si c'est nécessaire. On envoie nos événements dans la queue pour le worker monitor qui fait ce qu'il a à faire. Et derrière, on a notre Redis qui fait tout le traitement. Si on résume l'état d'avancement, 0 perte de données métier, c'est bon. Globalement, là, notre système, il est capable de reprendre tout ce qui est nécessaire. Avec les systèmes de file d'attente, globalement, si le worker tombe, on est capable de reprendre derrière. Du coup, reprise sur erreur, c'est bon. Conserver l'ordre des messages, on l'a, puisqu'en fait, avec notre système de sharding, on a gardé notre ordre de messages. Les collisions, elles sont gérées à peu près à tous les niveaux, soit avec le sharding, soit avec les sémaphores, les logs sur la mémoire partagée. L'overhead de synchronisation, globalement, on n'a plus de lock, donc quasiment plus de lock à gérer, donc pas d'overhead de ce côté-là. Le seul overhead qu'on a, c'est peut-être l'envoi des événements sur le bus pour les logs. Mais là, c'est pareil, si on en perd, c'est gênant, mais ce n'est pas business critical. La scalabilité, on l'a, et l'observabilité, on l'a. Alors, juste une petite note quand même en ce qui concerne la scalabilité. C'est-à-dire que la solution qu'on utilise là de mémoire partagée, elle fonctionne, comme je l'avais dit au début, sur un seul serveur. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à avoir 2 serveurs, ça ne marche plus. Sauf que, si je reviens sur le schéma d'avant, ici, si notre queue A, elle est sur le serveur A et la queue B, elle est sur le serveur B, en fait, on va dupliquer le zombie killer sur chacun des serveurs et on a tout qui fonctionne. Donc en fait, notre utilisation de la mémoire partagée, on n'en a besoin que sur le serveur
et que pour les workers qui tournent sur ce serveur-là. Donc en fait, on est capable d'avoir aussi une scalabilité horizontale et de rajouter des serveurs supplémentaires sans problème, à partir du moment où notre dispatch worker, et c'est peut-être lui notre SPOF, c'est lui qui doit être le plus rapide possible, est capable de faire le dispatch sur l'ensemble des files d'attente suffisamment rapidement. C'est lui qui va nous permettre en fait d'avoir la scalabilité maximum. Et du coup, quand on a fait cette solution-là, on est arrivé, du coup, comme je disais avant, on avait 10 workers et on était ras la gueule avec les 10 workers. Là, avec les 40 workers, on a multiplié par 1000 notre capacité de traitement de messages. 1000, c'est théorique parce qu'en fait, on a réussi à traiter tous les messages qui arrivaient. Donc, on n'a pas pu voir qu'est-ce qui se passe si on avait beaucoup, beaucoup plus de messages. Et on n'utilisait que 10% du serveur. Voilà. Hop. Et merci à tous. Et ça place aux questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour la conférence. Et j'ai une petite question par rapport, vu que tout le système tourne en mémoire, est-ce qu'il n'y a pas de risque de liquide mémoire ou vu que le système de monitoring, vous avez qu'un seul worker, est-ce que le risque de faire tomber ce worker pose un problème de gestion de mémoire, quoi? Alors, la gestion de la mémoire partagée, elle est limitée. On peut, dans le php.ini, définir la taille de cette zone mémoire. Et après, on peut aussi ne pas faire utiliser la même zone mémoire pour tout le monde et pour tous les trucs. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ, c'est qu'on a la même zone mémoire qui est utilisée à la fois pour la table d'assignation, pour les sémaphores, mais ça pourrait être très bien deux zones mémoire différentes. Et par contre, effectivement, pour les événements, c'est mieux d'utiliser une autre zone mémoire. Ensuite, pour la consommation des événements qui sont dans cette table-là, en fait, on n'a aucune contrainte à utiliser un seul worker, puisque pour le coup, c'est du pub sub, et du coup, dès que le message a été consommé par un worker, il n'est plus là. Donc là, pour le coup, on peut facilement, les workers d'observabilité, les multiplier si c'est nécessaire. La seule question, ça va être en fait que si on a trop d'événements, ben finalement, on est quand même en train de consommer des ressources système, et on veut quand même donner la priorité au traitement de nos données. C'est pour ça que nous, dans notre étude au départ du cycle de vie des données, la partie monitoring, on était prêt à la sacrifier si c'était nécessaire. Alors après, c'est pareil, c'est des niveaux de log qu'on définit au niveau du code. Alors ensuite, pour ce qui concerne les fuites de mémoire, il faut savoir que là, on a utilisé du coup zéro framework, on est descendu au plus bas niveau possible en PHP. En PHP quand même, parce que comme je disais, il n'y a qu'un seul développeur lead dans la boîte, et qu'on n'a pas envie qu'il apprenne un autre langage pour un truc qui va venir dépanner une fois par mois. Donc, du coup, contrainte de PHP. On va prendre une dernière question. Bonjour, merci pour la conf. J'ai une question bête. Les véhicules ont une identification unique. Les messages qu'ils fournissent ont un timestamp qui sont uniques. Ouais. Donc, on a une clé unique pour chacun des messages. Ouais. Pourquoi ne pas avoir fait des clés valeurs simples dans Redis, mais taguées sur le tag du véhicule? C'est aussi rapide qu'un set et ça permet d'éviter n'importe quelle collision. Parce qu'en termes de lecture derrière, quand on doit analyser le trajet, c'est beaucoup plus facile d'aller prendre directement le VIN et ensuite, dans le sorted set, on prend tous les événements qui sont dedans. Mais le tag fait la même chose. C'est plus difficile de retrouver le premier événement dans le Redis. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait le système. Merci beaucoup. Si vous avez bien suivi le programme qui est dans vos badges, c'est la pause. Vous allez pouvoir prendre un café.